Les funérailles de Mikhail Gorbatchev se sont tenues ce samedi à Moscou en l'absence du président russe Vladimir Poutine. Le G7 compte plafonner le prix du pétrole russe alors que le gazoduc Nord Stream vers l'Europe va rester à l'arrêt, officiellement pour raisons techniques. Dans le Mississippi, la ville de Jackson est toujours privée d'eau potable suite à des inondations. La garde nationale vient en aide aux habitants. Au Pakistan, l'aide internationale commence à affluer alors que les dégâts provoqués par la mousson sont inimaginables selon l'ONU. Les Russes faisaient ce samedi leur adieu à Mikhail Gorbatchev. Ils étaient quelques centaines à faire la queue dans la matinée devant la maison des syndicats à Moscou, où le cercueil était exposé. Un lieu emblématique où les dépouilles de plusieurs autres dirigeants de l'URSS ont été exposées, notamment celle de Joseph Staline en 1953. Ces funérailles sont marquées par l'absence du président russe Vladimir Poutine. Aucun grand dirigeant mondial n'était présent à cause du conflit en Ukraine, à part Viktor Orban, le Premier ministre hongrois dont la venue a été annoncée au dernier moment. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev a marqué l'histoire en précipitant malgré lui la disparition de l'Empire soviétique en 1991. Salué en Occident comme un homme de paix, Gorbatchev est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique et économique qui ont suivi la chute de l'URSS. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la guerre de l'énergie que se livrent la Russie et les Occidentaux. Alors que Gazprom a annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre ses livraisons de gaz via Nord Stream vers l'Europe, et ce officiellement pour des raisons techniques, le G7 souhaite désormais plafonner le prix du pétrole russe. La mesure complexe nécessitera pour être efficace l'adhésion d'une large coalition de pays. Elle s'appuiera également sur des mécanismes de pression en collaboration avec les compagnies d'assurance, indispensables au transport de l'or noir vers les pays consommateurs. Cela signifie que l'assurance maritime pour les exportations de pétrole russe pourra continuer à être fournie, mais à condition que le pétrole et les produits pétroliers russes soient achetés en dessous d'un certain prix. Nous voulons donc limiter les revenus de la Russie et réduire les dommages économiques pour nos sociétés. Une mesure également soutenue par Bruxelles qui y voit un gage d'indépendance des 27. Je crois fermement qu'il est maintenant temps de plafonner le prix du gaz russe acheminé par gazoduc vers l'Europe. Ce sont des mesures à court terme et bien sûr nous parlerons à moyen terme de changer la structure du marché de l'électricité, c'est-à-dire de découpler les prix du gaz du prix général de l'électricité. En revanche, la Commission se dit défavorable à un plafonnement indifférencié des prix de détail pour tous les consommateurs, une mesure qui risquerait de fausser les marchés selon elle. L'exécutif européen souhaite également intensifier les mesures incitatives pour réduire la demande d'électricité, notamment en rémunérant les consommateurs qui restreignent leurs besoins. Au lendemain de sa visite à la centrale de Zaporijjia, le chef de l'AIEA était de retour à Vienne ce vendredi au siège de l'Organisation internationale de l'énergie atomique. Il a défendu l'intérêt de cette mission périlleuse. La différence entre le fait d'être sur place ou non, c'est le jour et la nuit. Mes préoccupations portent sur l'intégrité physique de la centrale, son alimentation électrique et bien sûr le personnel. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous pouvons travailler, le système de radiation, les chaînes d'approvisionnement, tout cela est très important mais à un degré moindre. Un groupe d'inspecteurs va rester sur place quelques jours de plus. L'AIEA espère même pouvoir établir une présence permanente sur le site. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui critiqué le fait que l'organisation n'ait pas exigé la démilitarisation du site occupé par l'armée russe. De son côté, le Kremlin a jugé très positif la visite de l'AIEA. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, affirme que son pays fait tout pour garantir la sécurité du site, accusant Kiev de mettre en péril la centrale. Que peut faire l'AIEA sur place? La réponse d'un ancien expert.
La seule chose qu'ils peuvent faire est de rapporter les faits dont ils sont témoins sur le site. Nous espérons que cela permettra à la communauté internationale d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Et si quelque chose d'inattendu se produit, nous le savons rapidement. La centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, a été visée par plusieurs frappes ces dernières semaines, dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. Le Premier ministre albanais a profité d'un déplacement à Belgrade pour tenter de stopper l'escalade des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Lors d'une interview accordée à Euronews Serbie, le Premier ministre albanais a critiqué l'approche rigide de son homologue du Kosovo, Albin Kurti, vis-à-vis de la Serbie. Tout le monde sait que je suis à 100% du côté du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne la reconnaissance. Mais ce n'est pas un secret. J'ai une opinion différente de celle du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne le dialogue avec la Serbie. Le gouvernement kosovar veut que les résidents serbes du nord du Kosovo acceptent des plaques d'immatriculation dotées notamment du blason du Kosovo à partir du 1er septembre. Si les Serbes du Kosovo ne s'y conforment pas d'ici fin octobre, leurs voitures seront confisquées. Je ne vois pas de solution pour le moment. À partir du 1er septembre, ils vont certainement poursuivre leur campagne et essayer de forcer les Serbes à changer leur plaque d'immatriculation. Je ne pense pas qu'ils y parviendront, mais M. Kurti a déclaré lors des discussions à Bruxelles qu'il pensait qu'il y parviendrait. L'Union européenne et les autres pays des Balkans veulent à tout prix éviter une crise majeure entre le Kosovo et la Serbie. Le mois dernier, Bruxelles a réussi à négocier un accord sur la liberté de circulation entre les deux pays, mais l'affaire des plaques d'immatriculation pourrait réduire à néant ces efforts. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres pour récupérer des packs d'eau en bouteille. Privés d'eau courante potable, les habitants de Jackson dans le Mississippi sont désormais ravitaillés par la garde nationale américaine. Des inondations ont rendu hors service une grande partie du réseau d'alimentation de cette ville très pauvre de 150 000 habitants, située dans le sud des États-Unis. Impossible de boire, de cuisiner. L'eau qui sort du robinet est impropre à la consommation. Je veux juste faire un point rapide concernant ce que nous voyons à l'installation de traitement des eaux. Les nouvelles sont positives et nous avons eu 2 jours consécutifs d'amélioration. Nous constatons une reprise dans de nombreux réservoirs. Cela ne signifie pas du tout que tous les résidents ont de la pression ou de l'eau, mais nous voyons les signes de rétablissement que nous espérions voir. Depuis mardi, le gouverneur a déclaré l'état d'urgence à Jackson. La situation a fait réagir jusqu'à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden a promis tous les moyens fédéraux possibles pour réparer le système d'eau potable. Les problèmes du réseau d'eau à Jackson sont anciens. La ville où un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté, manquant de ressources propres pour l'entretenir correctement. Il ne leur reste presque plus rien. À peine quelques objets qu'ils ont pu emporter dans la précipitation. Comme des centaines de milliers de personnes au Pakistan, cette famille vit aujourd'hui le long de la route, un des rares endroits encore au sec après les moussons historiques qui se sont abattus sur le pays depuis plusieurs semaines. Selon un dernier bilan officiel, quelques 1200 personnes ont trouvé la mort et les dégâts sont inimaginables, comme l'a expliqué le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La facture pourrait s'élever à 10 milliards de dollars d'après Islamabad. Les premières livraisons d'aide matérielle sont arrivées, notamment en provenance de Chine, d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Turquie ou encore d'Ouzbékistan. Les États-Unis ont également annoncé un soutien matériel d'une valeur de 30 millions de dollars. L'armée américaine devrait également prêter main forte. Les pluies de la mousson ont submergé un tiers du Pakistan, déclenchant de puissantes inondations qui ont emporté des pans entiers de cultures vitales et endommagé ou détruit plus d'1 million de foyers. En Chine, les 21 millions d'habitants de Chengdu sont appelés à se reconfiner. Tous les lieux publics, à l'exception des supermarchés et des pharmacies, sont fermés. Les autorités qui continuent d'appliquer leur politique zéro Covid ont lancé un dépistage général de la population pour enrayer la reprise épidémique. Depuis le 12 août, la capitale du Sichuan a rapporté près de 1000 cas positifs. Serena Williams fait ses adieux au tennis professionnel à la suite de sa défaite au 3e tour de l'US Open. Comme elle l'avait déjà annoncé, la championne aux 23 titres du Grand Chelem et aujourd'hui âgée de 41 ans devrait prendre sa retraite des courts. Au fil de sa carrière débutée en 1995, elle s'est construit l'un des plus beaux palmarès féminins, tous sports confondus.